météoritique intense, pas d'océan. Allez, tout le monde me dit on y va. Donc là, c'est prêt, on y va. Donc bonjour à tous. Je remercie Isara de nous accueillir dans sa si belle école. Donc je suis Catherine Thévenin, donc déléguée générale de l'Institut Polytechnique de Lyon, l'IPL. Et je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle rencontre de l'IPL. On en fait une fois par an. Et chaque année, c'est au mois de mars, avec le printemps, que fusent les idées. Donc on cherche une médiation. Autrefois, on a utilisé le théâtre, mais maintenant, c'est plutôt le cinéma. Comme film, cette année, on a choisi Le Labyrinthe de Pan. C'est vraiment un film qui nous a énormément plu. Donc un film de Guillermo del Toro, qui n'est pas vraiment récent puisqu'il était de 2006, mais qui avait eu quand même 13 prix et 27 nominations. Donc c'est vraiment un très beau film. Et puis surtout, il mêle le réel et l'imaginaire, et on a trouvé que c'était plein d'espérance. Voilà, donc on avait choisi ce film. Ensuite, on a travaillé un bout de temps, quand même au moins 2 comités, pour essayer de trouver toutes les pistes de réflexion qui pouvaient être intéressantes. Et celle qu'on a retenue, c'est le pouvoir de l'imaginaire. On s'est dit que pour vous, étudiants ingénieurs, ça pouvait être un thème vraiment intéressant. Alors, pour débattre sur les idées de nos étudiants, nous nous sommes cantonnés à 2 intervenants pour leur laisser beaucoup la parole et laisser beaucoup la place à vos questions. Donc, d'une part, Emmanuel Doquès, donc, qui est juriste de formation, lyonnais d'origine, mais qui actuellement enseigne à Paris, et qui est aussi écrivain, qui a écrit un livre qui s'appelle Le voyage en misarchie, voilà, qu'on vous a mis ici. C'est un roman utopique, mais une utopie que j'ai trouvée très crédible et qui était vraiment très, très intéressante. Donc lui, c'est l'imaginaire par rapport à une société, une autre type de société. Et puis Michel Allais-Gaillon, donc qui est chorégraphe, cofondateur de la Maison de la Danse, et qui a aussi beaucoup utilisé son imaginaire pour faire des passerelles entre la science et l'art. Il a en particulier construit des ballets sur des conférences, donc avec en particulier un paléontologue, Pascal Pic, mais aussi, je crois, avec un astrophysicien. Et puis la soirée va être égayée par un caricaturiste qui va prendre plaisir à improviser, donc laisser passer son imaginaire à lui aussi, mais au fur et à mesure des discussions et des échanges qui vont avoir lieu ce soir. Je passe le micro à Annick Rivet, qui va présenter son micro-trottoir. Merci. Alors, celui des élèves ingénieurs de l'école CPE, un des cours de 3e année propose une initiation aux médias animée par un journaliste qui s'appelle Jacques Tirole. Et dans les exercices que réalisent ces élèves, il y a le micro-trottoir. Donc maintenant, ça devient presque traditionnel. C'est la 2e ou 3e année, je ne sais plus. Le micro-trottoir qui prépare cette soirée. Concrètement, 27 étudiants ont préparé par des interviews filmées avec leur smartphone et un petit micro, vous verrez, on le voit sur le film, un petit micro branché sur le smartphone. Je le dis parce que vous jugerez vous-même, je trouve que la qualité est quand même très, très bonne. Alors, on n'a pas pu garder la totalité des interviews parce que c'était trop long. Donc, c'est simplement un extrait de 5 minutes, mais sur science et imaginaire, des questions autour de science et imaginaire, des micro-trottoirs que je vous laisse regarder tout de suite. Oui, ça a un lien parce qu'il est d'après l'imagination et on peut trouver parfois des solutions scientifiques. Et avec l'imagination, on peut partir n'importe où et trouver des solutions. Alors oui, je pense que l'imaginaire d'un scientifique, son esprit créatif peut totalement, et même la base de sa capacité à inventer, parce que sans imaginaire ou sans créativité, finalement, il ne peut rien se passer. Il faut vraiment avoir cette volonté de création, cette volonté de vouloir amener son projet et ça passe par l'imaginaire, la création. Et sans ça, finalement, il peut vraiment rien se produire. Je pense pas que l'imaginaire soit la base des découvertes scientifiques, je pense que c'est plus le vécu, l'empirisme, enfin ce qu'on voit tous les jours, ce qui se passe sous nos yeux. Après l'imaginaire, il peut peut-être nous pousser, on va dire, dans nos retranchements pour aller chercher plus loin sur ce qu'on voit et
imaginer des théories en fait, parce qu'il y a quand même quelques théories qui sont parties d'imaginaire, on va dire, à imaginer des choses folles. Donc je crois pas que ce soit la base, mais ça y participe. Non, je ne pense pas que l'imaginaire aille à l'encontre des sciences, bien au contraire. Je pense que les sciences ne peuvent pas avancer sans l'imaginaire. Je pense que les personnes qui font avancer la science le mieux, ce sont les personnes créatives. Mais si on parle des architectes, quand on voit ce qu'ils font aujourd'hui, c'est quand même de la science. Et on n'arriverait pas à avoir des buildings comme on a sans imagination. Après, dans la biologie, c'est pareil. Je pense que les nouveaux vaccins... Non, je pense que c'est même indispensable. Je pense qu'un bon scientifique sans imagination, ça va pas bien loin. Ça reste très protocolaire et conventionnel et je pense que c'est pas très bon. Il vaut mieux être un bon créatif qu'un bon protocolaire et rigoureux. Voilà. Vive l'imagination, vive les créatifs. Certaines science-fiction peuvent influencer les scientifiques par rapport à des idées ou quoi que ce soit. Donc ça peut faire gaspiller des tests ou perdre de l'argent facilement ou du temps inutilement à des expériences bidons des scientifiques. Je pense que oui, effectivement. Je pense qu'il y a pas mal d'exemples dans du cinéma déjà ancien où on a en tout cas une projection de ce que la science peut faire sur le futur. Je pense à 2001 Odyssée de l'espace, Le Soleil Vert, un autre grand classique, mais vous ne l'avez pas vu, je pense. Si, Le Soleil Vert. Non. Voilà, ça fait penser énormément au débat actuel sur l'euthanasie, par exemple. Mais je pense qu'il y en a pas mal comme ça, où oui, en tout cas, les réalisateurs ont commencé à tracer un chemin, sans répondre forcément aux questions, mais en tout cas, oui, à poser des jalons un petit peu sur peut-être ce que sera notre futur et ce que la science va produire, en fait, voilà. Je dirais l'Hyperloop, qui est le train, si je dis pas de bêtises, qui fonctionne sur coussin d'air, qui pourrait voir le jour entre Lyon et Saint-Étienne. Parce qu'on n'a pas forcément l'idée de faire des trains en lévitation dans des tunnels. La machine volante, en l'occurrence l'avion. Il y a quand même un tas de mecs qui étaient pris pour des fous quand ils ont commencé à voler avec des machines volantes. Ils se sont tués pour ça. Ils ont réussi des choses hallucinantes parce qu'aujourd'hui tout le monde peut prendre l'avion et se balader dans le monde entier grâce à cette invention géniale. Voilà. Alors c'est une question difficile, mais je pense que c'est la première invention qui me vient à l'esprit, c'est Internet. Parce que maintenant on sait tous à quoi sert Internet, on peut l'utiliser pour chercher une masse d'informations, chercher des prix, chercher des objets. Mais finalement ce n'est qu'un réseau et il fallait inventer d'abord, imaginer à quoi pouvait servir ce réseau et surtout imaginer les utilisations de ce réseau. Donc l'imagination a été un facteur à mon avis essentiel dans la création d'Internet. Oui, je pense que tout part de l'imaginaire mais que la science permet la concrétisation étant donné que une fois que la chose a été imaginée et inventée dans la tête, il nous faut quand même des moyens de les mettre en situation. Et la science a permis aussi de réaliser des choses que les hommes ne pensaient pas possibles. Comme par exemple voler. Voilà. Mais plein de choses comme ça. Donc pour moi, oui. Bravo les étudiants de CPE pour ce magnifique micro-trottoir. Bravo. Où sont les étudiants de CPE d'ailleurs? Tiens, ils n'ont pas. En tout cas, on a leur enseignant qui est dans le coin là-bas et qui est très fier d'eux. Mais les étudiants de CPE ne sont pas très nombreux ce soir. Donc bienvenue monsieur, bienvenue. Et merci pour ce beau micro-trottoir. Donc je suis Louis Roy, je suis membre de l'équipe formation humaine de l'IPL. Je suis enseignant à l'ITEC et ce soir je suis chargé de faire l'animation de la soirée, donc de faire des liens, des ponts entre vous et nos deux invités. Donc comme je leur expliquais tout à l'heure, mon job c'est de faire en sorte que vous soyez amoureux les uns des autres. C'est beau ça, merci, merci. Alors, que vous puissiez, c'est l'esprit des rencontres, bien sûr. Les rencontres de l'IPL, c'est un moment particulier que nous avons une fois par an et c'est très rare et donc c'est très précieux de nous rencontrer entre nous, entre les différentes écoles.
Donc, je suis très content que l'amphi soit plein à craquer. Vous voyez, il n'y a aucune place de libre. C'est magnifique. C'est un très bel amphi. C'est un très bel amphi. Et je vous remercie d'avoir joué le jeu. Vous voyez, j'ai tenu parole. Hein, on a occupé les deux colonnes principales en premier. Bien. Alors, la thématique de cette année, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'imaginaire, enfin, le pouvoir de l'imaginaire. Et on a en sous-titre « Be the change you want to see in the world ». Donc, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et ça, c'est une citation de Gandhi qui nous a semblé très importante et très pertinente. Donc, c'est un petit peu étrange de le dire de cette manière, mais c'est quand même important de le rappeler ou de le souligner. Le pouvoir de l'imaginaire, eh bien, on l'a vu dans le micro-trottoir, ça renvoie déjà à l'imagination, à la possibilité d'imaginer des choses qui n'existent pas. Donc, on voit bien la liaison entre l'imaginaire et la science, mais il y a aussi des possibilités d'imaginer des mondes, des organisations sociales et politiques qui n'existent pas. Donc, il y a aussi la possibilité d'imaginer des utopies. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, Monsieur Dokes, qui est là, est particulièrement bienvenu. Donc, je vous souhaite, souhaitons-lui bienvenue à notre façon. Monsieur Dokes, prenez place. Parmi nos invités, nous avons aussi, merci, nous avons aussi invité Monsieur Michel Allais-Egaillan, qui est chorégraphe, donc comme vous l'avez deviné, comme on l'a déjà dit. Il a une carrière internationale, il est déjà l'auteur de plusieurs chorégraphies de danse contemporaine qui sont déjà des morceaux d'anthologie et qui sont répétés très souvent. Monsieur Allais-Egaillan a la caractéristique d'être un artiste qui fait des liens entre l'art et la science. Donc, souhaitons bienvenue à Monsieur Allais-Egaillan. Donc, je ne vais pas m'attarder davantage, je vais simplement dire que donc mon rôle, c'est d'animer un petit peu. Donc, je vais vous passer la parole le plus souvent possible. Vous parlerez dans le micro, vous parlerez pour vous faire entendre. Si besoin, je reformulerai derrière vous, sauf votre respect, simplement pour être sûr qu'on s'est bien entendu. Je vais essayer de diluer ou de dissiper les malentendus. J'ai aussi une mission de gardien du temps. Nous allons terminer à 19h, donc vous pourrez reprendre vos transports à 19h. Donc c'est pourquoi parfois, si je fais des gestes comme ça derrière vous ou devant vous, c'est pour vous inviter à conclure et à passer la parole à quelqu'un d'autre. Donc pour nous rencontrer, il faut que nous soyons à l'écoute des uns des autres, c'est vraiment la chose la plus importante, que nous ne monopolisions pas la parole et que nous dialoguions. Donc tout le monde a le droit de poser des questions, mais tout le monde a le droit aussi d'y répondre. Nos deux intervenants, évidemment, sont prioritaires puisque ce sont nos experts, mais ils n'ont pas le monopole de nos réponses et de nos questionnements. Donc nous pourrons partager l'ensemble de nos réflexions tous ensemble ce soir. Donc sans plus tarder, je leur laisse la parole. Et je leur demande, en un premier temps, qu'avez-vous pensé du film Le Labyrinthe de Pan que nous avons tous regardé et qui en a laissé certains d'entre nous sur le carreau? Monsieur Allais-Egaillan. Le film. Un merci de me l'avoir fait parvenir, d'avoir eu cette idée de travailler sur cette œuvre. Je ne connaissais pas ce travail. J'ai été heureux de découvrir ça, particulièrement touché par cette évocation de la guerre d'Espagne qu'on oublie, et qui est quand même notre voisine, qui, à ne l'avoir pas bien gérée, a généré quand même à la suite de ça le nazisme et la guerre pour 40 millions de morts d'entre nous. Donc on se rend compte, quand on se rappelle de ça, que quand on commet des erreurs politiques, les conséquences sont toujours terribles pour nous tous. Ça, c'est un problème d'imaginaire. La deuxième chose, c'est que, comme on parlait de science, imaginaire, science, je me suis dit, tiens, mais on va tout de même pas faire le parallèle entre la partie historique, qui ne serait pas imaginaire, celle de la guerre d'Espagne, et la partie fantaisiste qu'on appellerait imaginaire. L'imaginaire est des deux côtés. Il n'y a pas une partie qui est plus imaginaire que l'autre, vous le comprenez bien, c'est bien évident. Il faut donc faire
extrêmement attention à l'usage des mots pour pas être utilisé par les mots, parce qu'on croit penser les mots, puis à un moment on se rend compte que les mots nous pensent. Et c'est quelque chose qui est aussi du domaine de l'imaginaire, de la compréhension imaginante. Donc c'est un film magnifique. Je regrette un seul truc, je ne sais pas si vous êtes comme moi, c'est que les fantaisies, à l'exception des libellules, des petites fées absolument magnifiques, qui, elles, d'un point de vue technique, sont réalisées de façon waouh, sont vraiment... dès lors qu'il s'agit des personnages et des décors, on envoie le mécanisme décoratif. Et en particulier le pan, avec ses grandes pattes, là, mais comme il est, on devine le plastique. Je pense qu'aujourd'hui, avec les techniques que nous avons, imaginaires, on aurait créé un personnage de même type, mais qui aurait été de toute autre nature. Et on envoie tellement le plastique qu'il ne fait plus peur. Il rassure. Quand on est face à ce personnage phénoménal, on voit la distance, immédiatement, la distance se crée et on est rassuré. Ce qui est rassurant pour les enfants que je suis, l'enfant que je suis qui a toujours peur d'avoir peur. Voilà, c'est un film très 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 beau, mais qui a été fait en 2006. Oui, il date un petit peu, mais je voilà, ne sais pas. Voilà. Et donc, au niveau de l'illustration imaginante, les faunes, tout ça, etc., je pense qu'il marque le temps. Merci. Monsieur Docès, avez-vous vu là des utopies particulièrement intéressantes? Qu'avez-vous pensé de ce film? Alors chez nous, à l'ITEC, on l'a trouvé assez violent. On a trouvé qu'il y avait une dimension réaliste, effectivement, assez cinglante. Et on a eu du mal à passer à la dimension imaginaire, à voir la beauté des petites fées et des monstres dans cette histoire finalement de totalitarisme et de fascisme. Alors qu'en pensez-vous? J'ai la même sensation, c'est-à-dire que c'est un film sur le fascisme. C'est un film sur le fascisme que l'imaginaire rend supportable. C'est-à-dire que si on n'avait pas ces échappées imaginaires, ce serait un film difficilement soutenable. Et pourtant, comme vous le disiez, c'est un film réaliste. C'est-à-dire qu'on a un personnage de méchant, entre guillemets, qui est soutenable. C'est quand même du cinéma. Il faut savoir que la torture réelle, telle qu'elle a pu exister, par exemple, au Chili, est allée beaucoup plus loin que ce qui est montré à l'écran. Je veux dire, il s'agit, cette horreur barbare n'est qu'une espèce de début de ce que l'être humain peut réaliser. Non seulement ce n'est pas une caricature de mal, mais ça va tellement plus loin qu'il y a un certain nombre de choses qui n'ont jamais été représentées à l'écran, qu'on retrouve simplement dans certains témoignages écrits ou éventuellement à la rigueur filmés, mais qui sont tellement durs que déjà, moi, je vous en parlerai pas. C'est trop dur, c'est traumatique. Et ce qu'on voit ici représente un niveau de torture, finalement, et de massacre injuste, déjà difficile à soutenir pour nous, mais le pire existe. Il faut savoir que cette forme de barbarie-là n'est pas imaginaire, justement. Dans la réalité, elle peut non seulement exister, mais elle peut aller sensiblement plus loin. Et dans la réalité, pas dans la réalité lointaine. La barbarie humaine est dans notre réalité proche. Bon, déjà, moi, je reviens du Brésil, je vous raconte pas, mais donc avec l'élection majoritaire d'une personne qui prône la torture et le massacre des opposants. Donc c'est aujourd'hui, maintenant, ça vient de se passer. C'est même pas la peine d'aller aussi loin que ça. Vous pouvez regarder ici, chez nous, par exemple, à Nanterre, on a 2 étudiants qui ont été poursuivis à la suite des mouvements de l'été dernier, enfin du printemps dernier. Deux ont été poursuivis parce qu'il y avait une trentaine d'étudiants qui occupaient une salle. Ils n'occupaient même pas un amphi, ils occupaient une salle.
Ils se sont fait vraiment taper par un certain nombre de CRS et donc ils ont été poursuivis en justice. L'un a été condamné à 4 mois de prison avec sursis parce qu'il aurait, dans la mêlée, mordu un CRS. Et l'autre a été condamné à 6 mois de prison ferme parce qu'il aurait esquissé un geste qui peut-être aurait pu être un geste méchant vis-à-vis d'un CRS. Mais si c'était ça, il a échoué. Alors, est-ce que c'était un geste de protection? Est-ce que c'était un coup qu'il voulait donner? Ça, c'était pas très clair. Mais en tout cas, il a échoué, ça c'est sûr. Et donc, il a eu 6 mois de prison ferme. On peut se dire, mais pourquoi lui 6 mois de prison ferme et l'autre 4 mois avec sursis? Eh bien, c'est parce que celui qui a pris 6 mois ferme est noir. Ah, oui. Donc, il y a une logique, il y a une cohérence. Et ceci n'est rien, ce sont des étudiants. Si vous prenez des exemples avec des personnes qui vivent en banlieue, vous avez des exemples de violences policières qui sont de l'ordre de la barbarie. Vous avez l'affaire Théo. Vous avez donc des affaires qui sont ici. L'affaire Théo, vous savez, hein, c'est quelqu'un qui s'est fait enfoncer dans l'anus un 20 cm de matraque avec des conséquences handicapantes. D'accord ? Ce qui n'est pas le plus effrayant. Le plus effrayant, c'est qu'on a une décision de justice qui a considéré que ce n'était pas un viol, mais que c'était une inadvertance. Le pantalon était tombé tout seul, on a voulu donner un coup d'estoc, et voilà, pour innocenter la police. Et on a eu la même chose, donc ça c'était dans une affaire précédente, et le même discours a conduit à le même raisonnement de la part de la police des polices. D'accord ? Donc, nous sommes dans des formes de violence, si vous voulez, d'injustice, qui sont en dessous de ce qu'on voit dans le film. Mais nous sommes déjà dans les prémices de la barbarie en France, et comme vous le savez, en Europe, je ne vous fais pas tout ce qui se passe. Donc, nous sommes dans cette zone-là. Il faut pas. Ce film qui a été fait il y a longtemps, à une époque où le danger de l'extrême droite était encore perçu comme relativement lointain, il faut bien comprendre que cette barbarie-là n'est pas une imagination, c'est quelque chose qui se rapproche. D'accord. Donc, en un premier temps, on va dire que la réalité dépasse la fiction et que la dimension réaliste de ce film atteste d'une violence et d'une barbarie qui est omniprésente dans l'histoire et même au fond de nous, au fond de chacun de nous. Alors, je vois une place, là, je me demande si c'est la mienne. Je ne sais pas où je dois m'asseoir, c'est la mienne. Hein. Donc, je vais m'asseoir là. Par contre, je vais manquer la vision. Enfin, bref, c'est pas grave. Mais sur l'imaginaire, il y a plusieurs usages possibles de l'imaginaire. Là, dans le film, l'imaginaire est une fuite qui nous rend supportable le film. Je pense que c'est vraiment seulement une fuite. D'ailleurs, le monde dans lequel va la petite fille n'est pas un monde... C'est un monde rêvé, avec des rois, des princesses, de la magie. Ça n'a rien d'un univers préférable, réaliste. Pas du tout. D'accord. Alors, parce que c'est une question qu'on s'est posée. Alors, les étudiants, je vous regarde. Donc, si vous levez la main, c'est que vous avez quelque chose à dire. D'accord ? Donc, vous n'hésitez surtout pas, parce que sinon, il n'y a que nous qui allons parler, et donc, ce ne sera pas intéressant pour vous. Donc, n'hésitez surtout pas à lever le doigt. Alors, moi, il me vient une idée. C'est une réflexion que j'ai entendue de votre part, donc je la transmets. Et c'est l'idée suivant laquelle l'imaginaire, justement, serait une fuite de la réalité, une fuite du réel, qui nous le rendrait éventuellement supportable. En tout cas, ce serait une sorte de désertion de la réalité. Ce serait comme une forme de lâcheté ou d'irresponsabilité. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est peut-être là où on confondrait peut-être l'imaginaire avec la fantaisie. Là, on a affaire à un univers fantaisiste, l'univers de la petite fille, c'est la fantaisie, mais l'imaginaire, il est des deux côtés. Je pense que l'imagination du bourreau, et elle fonctionne fond la caisse, on le voit d'ailleurs délirer dans une sorte de vertige créatif qui est absolument inimaginable, parce que s'il est inimaginable, il est en nous. C'est-à-dire que cet homme est malade et il déplace ses problèmes sur l'extérieur, il devient donc tortionnaire. Mais ça, c'est un mécanisme que nous avons tous, les uns les autres. Et que cet imaginaire-là, cette puissance créatrice-là, morbide, c'est quelque chose que l'on partage aussi avec la famille des bourreaux, sachant que nous pouvons passer du bourreau à la victime. Et donc, mais je pense qu'on n'est pas dans l'imaginaire, on est pour la petite fille, on est dans la fantaisie, ce qui n'est peut-être pas la même chose. D'accord. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir une réponse à ma question ?
Alors on peut poursuivre peut-être, Monsieur Docquès, pensez-vous que l'imaginaire soit une fuite de la réalité pour le rendre supportable? Donc par exemple, évidemment, la cruauté ou la crudité, j'allais dire, je ne sais pas si ça se dit, des faits que vous avez relatés sont insoutenables, insupportables. Donc on a tendance effectivement à regarder le soir en rentrant chez soi plutôt une fiction sur Netflix qui va nous rassurer que le journal télévisé qui relate une réalité insupportable, déprimante, décourageante. Alors, l'imaginaire joue de multiples manières, évidemment. L'imaginaire peut servir de point de fuite, mais pas forcément. L'imaginaire, c'est ce qui permet d'ancrer toutes les créativités. Et donc, on peut très bien aussi essayer, et ça c'est mon travail dans le voyage en misarchie, essayer d'imaginer un système juridique, politique, philosophique préférable. Donc on a un système actuel, on a des systèmes qui ont existé, qui sont très divers dans l'histoire, et on s'est interdit, depuis la faillite des idéologies au XXe siècle, on s'est interdit, par crainte du totalitarisme, d'imaginer des meilleurs possibles. Alors je pense que la crainte du totalitarisme doit être très ancrée en nous, c'est un monstre qui est à nos portes, mais ça ne doit plus nous empêcher d'imaginer des meilleurs possibles, puisque si on s'interdit de réfléchir à ce qui pourrait être substantiellement, pas simplement des petites rustines par-ci par-là, si on s'interdit de penser à ce qui pourrait être substantiellement mieux, on se condamne à un certain conservatisme, et si d'un côté il y a des conservateurs et de l'autre côté d'autres qui prônent avec beaucoup d'énergie le pire, eh bien les conservateurs ne font que ralentir le mouvement vers le pire. Donc il faut imaginer très fort des possibles désirables et si possible très différents d'une autre, tout en restant crédible, réaliste, avec des êtres humains crédibles, réalistes, inchangés, pas quelque chose de complètement barré, vous voyez ce que je veux dire, quelque chose qui soit réalisable, mais sensiblement mieux. Et c'était ce travail-là que je voulais faire et que j'ai essayé de rédiger sous la forme d'une utopie. D'accord, merci. Lorsque on vous demande quel personnage du film représente le mieux, oui, vous en souvenez de cette question, le pouvoir, vous dites le capitaine Vidal. Et quand on vous demande quel personnage représente le mieux l'imaginaire, vous mettez Ophélia, la petite fille. Et ce qui m'étonne, c'est que ce sont deux personnages antagonistes, qui sont vraiment aux extrêmes de l'éventail des personnages, et que notre thématique de ce soir consiste justement à faire la fusion des deux, parce que nous abordons la question du pouvoir de l'imaginaire. Alors, comment régler cette contradiction? C'est pas une contradiction, c'est juste un jeu de mots. On joue sur les mots. On joue sur les mots. Alors, ça dépend dans quel sens on entend le mot pouvoir, je veux dire. Si on entend le mot pouvoir comme dans un sens très large, il n'est pas connoté négativement. C'est pas le pouvoir qui opprime, le pouvoir qui réprime, le pouvoir qui domine. Le pouvoir dans un sens politique, c'est quelque chose dont on se méfie, quelque chose qui fait peur. C'est quelque chose qui est contre l'égalité, puisque si vous avez du pouvoir au sens fort, on n'est déjà plus en égalité, il y en a un qui est plus puissant que l'autre, et c'est contre la liberté, puisque si vous êtes soumis, vous êtes déjà moins libre. Donc le pouvoir, quand on est dans une problématique démocratique, c'est quelque chose qui doit être divisé, division des pouvoirs. Partout, le pouvoir doit rencontrer le pouvoir, donc il doit y avoir des contre-pouvoirs, ça c'est Montesquieu. On doit partager le pouvoir, on doit essayer de disséminer le pouvoir, on doit faire la démocratie. La démocratie est un ensemble de mécanismes juridiques qui visent à contenir un mal. Et le mal, c'est le pouvoir Vidal. Donc vous n'êtes pas trompé, c'est bien le méchant. Bon. Après, si on prend pouvoir dans le sens tout ce que je peux faire, je peux me beurrer une tartine, c'est vraiment pas dangereux. Les tartines ne mordent pas et disons la capacité d'agir sur le monde ou d'agir tout court, c'est quelque chose qui est plutôt rattaché à la liberté et qui n'est pas en soi menaçant. Et c'est dans ce deuxième sens que vous avez entendu pouvoir de l'imaginaire. Et donc c'est pas une, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas une contradiction, c'est deux sens du mot pouvoir. Après,
le pouvoir au sens politique, le pouvoir qui fait peur, le pouvoir qu'on contient par la démocratie, use de l'imaginaire, naturellement. Et il en use terriblement à tel point qu'il finit par nous faire croire à des objets qui sont des objets purement imaginaires. Par exemple, l'État. Si vous réfléchissez au concept d'État, vous verrez que cette chose qui nous semble si quotidienne, puisqu'elle prélève des impôts, qu'il y a des agents de police, que vous apercevrez qu'en réalité, l'État est un concept que tous ceux qui l'ont étudié décrivent comme un mythe. C'est quelque chose qui n'existe pas au sens réaliste. L'État se définit déjà par la souveraineté, et la souveraineté, c'est la toute-puissance. Et qui c'est qui est tout-puissant? Ah, en fait, personne. C'est le Léviathan, le monstrueux Léviathan. Qui est totalement imaginaire. Le monstrueux Léviathan est une pure vue de l'imagination. En réalité, c'est une copie du monothéisme, l'État. C'est-à-dire que c'est la toute-puissance de Dieu qui a été mise sur une organisation humaine à partir de la monarchie. Bon, à partir de la monarchie absolue, c'est à ce moment-là que la monarchie qui devient absolue crée le concept d'État avec Baudin. Enfin, je vous fais pas les détails. Mais tout ça pour vous dire que l'État est une imagination de toute puissance assez récente, 17e, 16e siècle, 16e siècle dans son idée, 17e siècle dans sa réalisation. Et c'est une idée, mais c'est une fiction, et donc en quelque sorte c'est un mensonge. D'accord. Donc là je comprends et mieux. On pourrait détailler, hein, parce que je vois des sourcils qui se froncent. Mais je comprends pourquoi vous dites. Ne tenez pas compte des sourcils. C'est très bien, c'est très bien. C'est des grimaces monstrueuses et imaginaires qui ont pour but de vous intimider. Non, au contraire, c'est très bien. Ça veut dire que ça on réfléchit. Donc ça signifie il n'y a pas opposition entre Vidal et Ophélia. Parce que moi je reviens au film, c'est un petit peu la base de ma question. Il n'y a pas d'opposition puisque on a dit tout à l'heure Vidal comme Ophélia ont leur monde imaginaire, ont leurs symboles, ont leurs représentations et en font usage à leur manière pour contraindre le réel. C'est ça? Non, pas du tout. Je croyais avoir bien compris. Mais la pauvre petite fille ne contraint pas tellement le réel. Elle s'échappe. Ok. Alors que l'autre, il tue vraiment des gens. Hein. On n'est pas dans l'un a un pouvoir au sens terrorisant, un pouvoir qui est despotique en l'occurrence, un pouvoir tyrannique, et l'autre a des capacités d'évasion pour de faux, puisqu'elle se fait quand même tuer. Hein. Quand même un film très dur. Hein. Au demeurant, la jeune fille qui a quelque part le pouvoir sur elle, on sait très bien que l'imaginaire n'est pas uniquement un échappatoire, c'est au niveau psychologique et affectif structurant. C'est-à-dire un enfant qui n'a pas la capacité de s'échapper et de concevoir des outils ne peut pas vivre. Un enfant qui ne crée pas, il meurt. Donc cette capacité de structurer son mental par des échappatoires imaginés, et on ne parle pas d'imaginaire, il y a une différence entre l'imaginaire et l'imaginé, sont des puissances de vie. Ce n'est pas uniquement des forces qui nous permettent d'échapper à la réalité. Ce sont des forces qui nous permettent de créer notre propre réalité en soi. Et je ne connais pas l'un d'entre vous, c'est impossible, qui n'ait pas utilisé enfant, chez qui on n'a pas pu développer chez lui enfant, sa capacité de structurer des images qui échappent à d'autres réalités que la réalité immédiate. Et sans ça, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de vie. Si vous êtes de futurs ingénieurs, c'est que, enfants et jeunes, vous avez cette capacité, nous avons cette capacité à concevoir ces choses-là en dedans de nous. Il y a donc l'opposition entre l'imaginaire qui serait une sorte de fantaisie, je reviens, et c'est encore, notre ami a raison, c'est un problème de jeu de mots. C'est un problème de jeu de mots. Et on se fait manipuler par des mots alors qu'on croit les manipuler. La différence qu'il y a entre une fantaisie et l'imaginaire est très importante à souligner. Et cet enfant, elle est comme nous tous, elle se crée un univers qui lui permet de vivre, donc structurer sa pensée. Le fait qu'elle reçoive une balle à la fin et qu'elle souffre, c'est les circonstances historiques de sa vie. Mais l'imaginaire, il est du côté de la vie, comme il est du côté
de la mort. Une question Ça laisse un par là. froid. Pierre, Ouais. s'il te plaît, si tu veux bien porter la parole. Merci. Allez-y. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire le parallèle avec Candide de Voltaire? Ah bah tiens. Non mais si, Mais ça peut être, absolument. Alors, Ou le en quel Gargantua sens de Rabelais. Enfin, Alors, le Candide Gargantua de Voltaire, bien on va rester sur Voltaire. Alors, pourquoi Candide serait-il à mettre en parallèle avec ce qu'on vient de dire? c'est par rapport au personnage de Candide qui, au début, il est dans un imaginaire pur avec le personnage de Pangloss, oui. le philosophe, qui lui expose tout un tas de choses qui sont pas vraies. Après, Candide, il est confronté à une D'accord. réalité et il est, comme il disait si bien, une boucherie héroïque. C'est un oxymore qui illustre bien le côté non connecté à la réalité. On écoute. Ça peut être Oui. intéressant à discuter. Tout à fait. Alors, moi, je suis d'accord avec ça. C'est une excellente question. Et c'est à se demander aussi... Non, enfin... Oh, on ne tient pas. Parce que votre question était très bien C'est bien, il faut ciselée. être solidaires tous. Votre question était très bien ciselée, donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu s'empêcher d'applaudir. Mais en fait, le lien avec Pangloss et Ophélia, Pangloss, pardon, Candide, est intéressant à faire parce qu'on peut aussi se demander à nous-mêmes si nous n'avons pas orienté notre vie, si nous n'agissons pas tous les jours dans le monde sur la base de notions imaginaires qui n'ont rien à voir avec le réel. Hein, et c'est ce que M. Allais Gaillan nous a dit, je crois. C'est ce qu'il a essayé de dire. Donc, la réponse à votre question, c'est oui. Ouais. On peut faire un parallèle équivalent avec toutes les œuvres de la fantaisie. On peut faire le parallèle avec Gargantua. Hein, c'est qu'à un moment donné, la capacité de structurer en soi des espaces possibles, c'est ça, la fantaisie. Ou l'utopie. C'est créer en soi des espaces de vie possible. Et après, on dit des mots différents. Après, utopie est connoté par un siècle de totalitarisme, par exemple. Alors, du coup, on n'utilise plus ce mot. On a peur de son usage. Après, on utilise d'autres mots. Mais je pense que c'est vrai de toute œuvre humaine, que ce soit des œuvres artistiques ou des œuvres d'ingénierie. Lorsque l'on travaille un tout petit peu, vous le faites certainement les uns et les autres, dans l'espace de la paléo-anthropologie, on se rend compte que les objets que nos ancêtres, jusqu'à 25 000, 30 000, parce qu'on ne peut pas aller bien plus loin au niveau de la peinture, voilà, des œuvres d'art, mais on se rend compte qu'il y a un parallèle absolu entre la production des images dites artistiques, à Chauvet ou ailleurs, on en a eu des montagnes quand même. À Chauvet, il y a les ancêtres de notre ami là, qui ont fait très fort. Et les outils pour atteindre ces choses-là. C'est-à-dire entre les outils, la production des outils et la production des images, il y a deux imaginaires qui sont absolument parallèles, qui sont parfois même confondus. Voilà, donc je crois qu'on a la chance à Chauvet de pouvoir faire vous pouvez faire un très beau voyage, l'école, et emmener le maximum de ses étudiants constater le parallélisme absolu entre cette fonction imaginante dans l'espace de l'art et du trait et l'espace de la production des objets. D'accord. Et là, j'ai envie de vous poser une question. Oui, à vous, monsieur Allais Gaillan. Parce que j'en étais à réfléchir sur la question de la fuite, donc l'imaginaire comme une fuite du réel. On a dit le pouvoir, il est dans le réel, il n'est pas dans la fuite. On est d'accord. Et on a dit aussi qu'il y a quand même des liens à faire avec des utopies qui dirigent malgré tout nos actions et qui nous font rêver à certaines choses pour les mettre en œuvre ensuite. Alors, la question que je vous pose spécifiquement à vous, monsieur Allais Gaillan, c'est est-ce que la création artistique procède d'un imaginaire qui est indispensable à notre humanité et de quelle manière? Est-ce que c'est une question? Est-ce que vous comprenez ma question? Est-ce que j'ai été clair? Vous pourriez pas me traduire la question?
Alors, est-ce que quelqu'un peut m'aider à reformuler ma question? Non? Est-ce que l'art a une fonction... Monsieur Dockès, peut-être? Est-ce que l'art a une fonction vitale? Est-ce que c'est utile Oui, que ça fonction voilà. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas simplement ni une fuite, ni un pouvoir, mais quelque chose qui est profondément dans notre humanité? Je pourrais dire de structurant, profondément structurant pour notre humanité. Écoutez, aussi loin que l'on remonte, bon, je vais revenir à la paléanthropologie, aussi loin que l'on remonte dans l'histoire des hommes, on peut remonter dans l'histoire des hommes, l'art est présent tout le temps. On peut aller, le maximum au niveau de l'art, c'est 32 000 ans. Hein. Chauvet, c'est plutôt 25. C'est Lascaux, voilà, c'est Lascaux. Mais on va avoir des découvertes, parce que les Chinois se mettent, parce que jusqu'à présent, nous on bossait là-dessus en Occident et en France, hein, depuis un siècle et demi, voilà. Mais les Chinois ne le faisaient pas. Maintenant ils s'y mettent. On va se rendre compte que c'est pareil partout. Dans tous les espaces humains, la fonction de projection dans les signes, je n'utiliserai pas d'imaginaire, la fonction, parce que je ne pense pas qu'il y ait d'imaginaire. Pour moi, l'imaginaire ne veut rien dire. Mais la fonction de projection dans les signes est prégnante dans notre espèce humaine. Homo sapiens sapiens, il a besoin en permanence de cette projection-là. Et en même temps, Homo sapiens sapiens, il doit satisfaire à des besoins de survie, de tension, etc. C'est-à-dire quand on voit bien lorsque les outils qui sont utilisés, qui sont créés à base d'arêtes, d'os, de pierres, sont et les outils que vous créez, que vous allez créer, sont toujours d'une extrême beauté. Et alors, qu'est-ce que c'est la beauté? Vous avez par exemple un beau micro dans les mains. Oui. C'est très beau, oui. À ceci près que les ingénieurs oublient que on ne sait pas toujours comment ça fonctionne. Alors, vous avez dit... Donc pour moi, l'imaginaire n'a pas de fonction. Ça marche. Il y a un jour, on pose la question à Picasso, c'est quoi l'art pour vous, monsieur? Vous connaissez la réponse de Picasso. Il dit, l'art, c'est 5% d'intuition et 95% de transpiration. Je vous confirme que pour ce qui est de la danse, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. L'art, c'est que du travail. C'est pas une capacité de sortir du réel et inventer quelque chose qui rend la réalité supportable. C'est quelque chose que l'on ne peut pas ne pas faire, sinon on crève. D'accord. Voilà. Donc c'est essentiel. Et vous dites en fait que l'être humain est un animal symbolique, ou alors un être de symbole, de représentation symbolique, Il est bien. Est-ce que vous dites... Non, j'essaie simplement de c'est exactement ce que je voulais dire. Pourquoi je ne l'ai pas dit comme ça? C'est incroyable. C'est exactement ça. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Nous sommes des animaux symboliques. Des animaux symboliques, ça veut dire que finalement, nous vivons dans l'imaginaire. Absolument, d'accord. Oui. Monsieur Dockès. Sauf que l'imaginaire n'existe pas. Puisque l'imaginaire... on vit dans l'imaginaire parce que c'est le mot qu'on utilise. Mais l'imaginaire ou l'imagination, c'est un jeu d'articulation de données sensibles ou acquises, intellectuelles ou sensibles ou acquises, et c'est ce jeu d'articulation. On voit bien comment travaille notre ami. Il passe son temps à tirer des traits entre des lignes et des lignes entre des traits. C'est-à-dire qu'il crée des articulations. Il n'y a absolument pas, sauf si on veut créer une fantaisie, l'imaginaire d'une entité. Vous savez, le poète qui est dans sa chambre et qui crée l'imaginaire, il crève d'imaginaire, il ne crée pas l'imaginaire. Et là, on voit que ce n'est que du travail. Il n'y a rien d'autre que du travail, au même titre que vous, les ingénieurs, quand vous créez des trucs. Au même titre. Simplement, ça a une fonction imaginante et symbolique différente. Ok. Il n'y a pas que du bien à dire de l'homo sapiens sapiens. Bien sûr, il y a cette capacité, bien sûr, elle est essentielle, bien sûr, elle s'exprime au travers d'un dur travail, mais si tous les êtres humains sont dotés d'imagination et si tous s'inscrivent dans un monde, effectivement, qui est composé largement d'abstractions et sans faire l'empirie et l'abstrait, enfin bon, on va pas faire tout ça, mais tout ça est vrai et consubstantiel de l'humanité. Moi, ce qui me frappe, c'est plutôt
la pauvreté moyenne de l'imagination. En moyenne, dans certains domaines, ça imagine peu. Voilà. C'est assez plat. Prenez par exemple la sphère politique. J'allais vous le suggérer. Ouais. Prenons la sphère politique. Regardez l'éventail de l'échiquier politique qui est, par exemple, présent aux élections. Et dites-moi ce qui est imaginatif. Ou créatif. Ou créatif. 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 Oui, oui. Ouais, non, mais vous voyez, Non, on bon, utilise deux mots différents. Oui. D'accord, Ah créatif. oui, d'accord. Qu'est-ce qui est original? Qu'est-ce qui pourrait nous faire progresser au-delà d'un certain nombre de schémas qui ont été ressassés? Réponse, quasiment rien. Pourquoi? Parce que on est dans un, comme tous les êtres humains, ce qui est habituel est considéré comme normal. Et dès lors qu'on s'éloigne de l'habituel, on pense tomber dans l'anormal. Et l'habituel, c'est ce qui existe dans une société à un moment donné. Et ce qui veut dire qu'on a une propension à finalement rester dans le cadre de nos habitudes comme sous forme de dressage. Vous voyez ce que je veux dire? À force de refaire les mêmes choses, on a l'habitude de ces mêmes choses, ça peut même produire des règles impératives sous forme de coutumes. Et en fait, pour sortir de nos habitudes, de nos coutumes, et donc de cette petite sphère de normalité qui est celle de nos habitudes, ça demande un effort, justement, un effort créatif, qui est pourtant une rationalité immédiate, puisque nos habitudes ne sont pas des habitudes qui sont présentes en tout temps ni en tout lieu. Donc en réalité, il existe beaucoup plus de possibles réalistes que ces habitudes qui sont finalement les dressages dans lesquels on s'inscrit. L'être humain est un animal créatif, doté d'imagination, mais c'est aussi un animal qui se dresse bien. Et dont nous sommes tous le fruit de ces dressages que nous avons vécus. Et qui se... Regardez, si vous voulez dresser une mouche, c'est presque impossible, trop con la mouche. Si vous voulez dresser un caniche, vous le dresserez beaucoup mieux, parce que c'est beaucoup plus intelligent un caniche. Alors imaginez à quel point on peut bien dresser les êtres humains. Donc méfions-nous. Merci. Donc on a une question, on a un étudiant en première ligne qui a une bonne question. Je pense qu'il y en a là-bas. Moi je taperai dans le milieu là. Je vais juste interrompre parce que... Ah, il y a une question là-bas aussi, Pierre. Deux questions Du d'étudiants. coup les étudiants ECAM, parce que je me souviens quand on a préparé la séance avec les étudiants ECAM, on avait terminé la séance et il y avait pas mal de questions. Alors je vais juste en reprendre une au vol qui avait été saisie dans le livre Voyage en Misarchie quand j'essayais de faire le lien avec la politique et l'imaginaire. Et je vous avais dit que Voyage en Misarchie donc amenait un certain nombre de propositions et notamment j'avais essayé de relier ça à l'actualité avec le Brexit. Et je vous avais expliqué que dans la misarchie, il y avait une procédure qui consistait pour les décisions qui étaient vraiment importantes, au lieu de faire un seul vote, de faire deux votes. Et pour que la décision soit acceptée, il fallait qu'il y ait deux votes successifs avec un certain écart dans le temps, bien évidemment, pour que la question puisse mûrir dans l'esprit des citoyens qui prenaient cette décision en votant. Et je me souviens que ça vous avait fait réagir et vous m'aviez posé la question, mais c'est pas réaliste, comment ça serait possible, et puis est-ce que ça serait pas plus compliqué? Et je vous avais dit, posez la question à Emmanuel Doquès, du coup il sera là. Alors je la pose à votre place puisque vous ne le faites pas, et j'aimerais que les autres qui m'avaient posé beaucoup de questions à la fin du cours, vous puissiez remobiliser ces questions et les poser à nos intervenants. Merci. Alors, où sont les ECAM qui vont poser cette question? Alors, en attendant, Pierre, il y a deux étudiants qui sont disposés. Il y a une étudiante tout au fond, là-haut, une Isara, sûrement. Pierre, là-bas. Est-ce que tu peux monter, s'il te plaît? Merci. Et puis, on a un étudiant au premier rang. Donc, alors, j'ai rien compris, Pierre. Mais je pense que les étudiants de l'ECAM ont dû comprendre. Mais moi, je peux répondre. Oui, vous pouvez répondre parce que je pense que vous avez lu le livre. Non, c'est... Non, la question est pas... Pour le Brexit, vous avez compris, il y a eu un vote. Et on est habitué, pour prendre des décisions en démocratie, d'avoir un vote. Et en fait, les choses sont plus compliquées parce que parfois, on vote par énervement dans une direction. Il y a eu, là où il y a eu deux votes, c'était sur le référendum, vous vous souvenez? Alors, il y a eu un vote. Non, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, vous faites deux fois le même vote et vous obtenez deux solutions différentes.
Et il s'agit de choses qui peuvent vous engager sur le long terme. Donc, est-ce qu'il est possible d'imaginer que dans certains cas, il faille 2 référendums dans le même sens pour obtenir une décision? Par exemple, une décision de scission. Par exemple, on aurait la Bretagne qui voudrait ne plus être française, et on dirait aucun problème. À ce moment-là, il faut avoir un vote référendaire pour la sortie, et puis un autre vote référendaire dans le même sens 2 ans plus tard. Ce qui demande une espèce de permanence dans le choix, une espèce de solidité dans le choix. Est-ce que pour certaines décisions graves, comme par exemple une scission, ça peut être envisageable? Moi, je pense que oui. Est-ce que c'est réaliste? Il suffirait de poser la règle. C'est très facile. Est-ce que c'est une bonne solution? C'est ça qu'il faut se demander. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est une bonne solution? Et là vient la deuxième partie de la question, c'est est-ce que ce ne serait pas trop lourd? Eh bien, en fait, la démocratie, ce sont des procédures qui sont plus ou moins lourdes. Et plus les décisions sont importantes, plus il convient d'avoir des décisions qui sont faites avec un maximum de participation et de réflexion collective. Et est-ce que c'est plus lourd? Oui. Et est-ce que c'est bien que ce soit plus lourd? Oui. Si vous voulez avoir quelque chose de très efficace, de très rapide comme sur un champ de bataille, vous donnez tous les pouvoirs au chef. Si vous faites la même chose à un niveau global, vous faites une tyrannie. Et c'est très simple, on demande au chef et c'est lui qui tranche toujours. Mais si vous voulez faire une démocratie, donc une participation du peuple aux décisions qui le concernent, eh bien vous alourdissez immédiatement les choses. Ne serait-ce qu'en élisant des députés, c'est déjà plus lourd. Ou ne serait-ce qu'en faisant un référendum, alors là c'est encore plus lourd. Et donc la démocratie produit une certaine lourdeur, mais elle produit aussi une certaine qualité dans la décision, on peut l'espérer, ou plutôt elle attribue la décision un peu moins à des personnes extérieures aux personnes qui subiront la décision. Bref, c'est plus lourd, c'est procédural, mais c'est mieux. Regardez, une dictature, une seule règle, le chef décide, une république française, mais il faut au minimum une constitution, et c'est déjà un peu plus compliqué. Donc, le capitaine... Et si on veut aller plus loin, on s'en sortira pas sans avoir un truc encore un peu plus compliqué. D'accord, le capitaine, il a la violence comme arme. Alors, mademoiselle derrière, vous avez une belle question, je suis sûr. Je sais pas. Monsieur Dequès, du coup, vous avez en partie répondu à ma question, mais vous avez parlé de l'imagination qu'on pouvait avoir dans nos règles et dans nos différentes décisions politiques. Est-ce que, justement, comme on a chacun une imagination un peu différente, est-ce que ce serait pas compliqué de trouver des décisions imaginatives au niveau de la France entière, parce qu'on est quand même beaucoup? Est-ce qu'il faut du coup faire, quand même partir sur cette base-là? Est-ce qu'il faut plutôt faire des petits groupes qui ont à peu près la même imagination et qui travaillent ensemble et qui vivent ensemble, qui prennent des décisions politiques ensemble? Voilà. Est-ce que c'est faisable d'avoir des décisions imaginatives qui chamboulent tout sur une population comme la population française? Avant que notre ami réponde, je voudrais vous poser une question, mademoiselle. Est-ce que vous êtes sûre que c'est le mot imaginaire que vous vouliez utiliser? Imaginative. D'accord. Est-ce que ça ne serait pas plutôt le mot créatif? J'ai compris moi. Mais il a... que vous l'utilisez? Alors, en fait... il y a une forme de polysémie dans les mots toujours, mais en fait, on peut s'empêcher de parler en questionnant systématiquement les mots aussi. C'est-à-dire si on questionne les mots, après on répond avec d'autres mots qui peuvent être eux-mêmes questionnés, on s'est compris, et là on va se perdre. Sinon. Mais alors, je peux vous répondre? Alors, je vais vous répondre de la façon suivante. Pour penser loin, avec des idées qui nous sont propres et dans une certaine originalité, il convient effectivement de faire un effort de distance. Et donc ça, vous ne pouvez pas le faire avec toute la France. Deux choses sont différentes, c'est penser des solutions différentes, et ensuite, quelque chose de très différent, qui est obtenir un accord d'une population très importante autour de ces idées. Mais il ne faut pas... Actuellement, le problème, c'est qu'on s'interdit de penser les solutions différentes, parce qu'on dit elles ne seront pas suivies par une majorité de concitoyens. Et c'est d'ailleurs un reproche qu'on m'a parfois fait, on dit oui, bon, mais d'accord, mais ce programme politique qui est dans la misarchie n'a aucune chance d'être majoritaire. Et c'est tout à fait exact dans la situation actuelle, mais c'est tout à fait exact, ça ne peut être que très minoritaire.
Et la plupart des gens qui font de la politique s'interdisent de penser au-delà de ce qui pourrait être majoritaire. Or, ce qui peut être majoritaire est profondément ancré dans les habitudes et donc ça décolle pas. D'accord. Donc il convient de réfléchir, si on veut avoir des solutions innovantes, à peu nombreux et éventuellement de mettre en pratique un certain nombre de choses parce qu'on peut, dans la société actuelle, et profitons-en, on peut créer des choses qui sont alternatives et d'ailleurs il existe toutes sortes de choses alternatives en petits comités qui permettent d'avoir des exemples de ce qui peut exister à petite échelle. Et avant que ça devienne une grande échelle, eh bien, il faudra évidemment que la conviction fasse son chemin. Et on en est effectivement très loin dans une société qui, pour l'instant, se délite plutôt qu'elle ne se construit vers un meilleur possible. Merci. Donc, je scrute l'auditoire et je perçois des mains levées. Il y en a une là. Alors, en attendant que le micro n'y parvienne, moi, j'ai entendu dans votre question quelque chose de très intéressant, qui m'a semblé intéressant, en tout cas, qui m'a fait tilt. Il y a plusieurs imaginaires, mais il n'y a peut-être qu'une seule réalité. Et en fait, il serait donc, par conséquent, plus facile et plus consensuel de s'entendre sur le réel que sur des propositions imaginaires. Est-ce que c'est un peu ça, au fond, la question? Êtes-vous d'accord pour dire qu'il n'y a qu'une seule réalité? Il y a des mains qui se lèvent là-bas. Donc, tout de suite après, il y a une question ici, et ensuite, vous pourrez répondre à la mienne. Allez-y. Bonsoir monsieur, vous parliez de voter 2 fois pour les lois qui sont assez importantes comme le Brexit. Cependant, j'ai peur qu'en votant 2 fois, on laisse trop de place à la spéculation. Par exemple, vous dites que pour les élections présidentielles, on a beaucoup voté pour Emmanuel Macron, mais pour moi, on a surtout voté contre Marine Le Pen, on n'a pas vraiment voté pour Emmanuel Macron. Et j'ai peur qu'avec 2 votes, le premier vote soit vraiment seulement de la spéculation, on se dise ok, on va laisser le parti adverse avoir le plus de voix possible pour au second tour, nous avoir le plus de voix possible, et donc ça fausserait les votes. De plus, pour moi, voter 2 fois, ça laisserait plus de place à la non-décision, puisque en gros on vote une chose, mais de toute façon elle peut être évolue 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, donc voter n'a plus vraiment de sens. Je réponds en un mot. Allez-y. Ok, En un mot. Mais évidemment que c'est pas une règle généralisable. D'accord. C'est-à-dire qu'il s'agit absolument pas de faire ça pour tout. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me dites, par exemple, pour l'élection d'un représentant. Là, vous avez pris Macron. Pour l'élection d'un représentant, on ne peut pas le faire. Mais pour quelle loi alors vous voulez appliquer? Alors moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on s'éloigne de l'imaginaire là. En fait, parce que ça, en l'occurrence, c'était ça pour fait pas rêver du tout. Non, mais on peut aussi parler d'autre chose que de trucs abstraits et généraux. Ça vous embête peut-être, mais donc, ce que je veux dire, c'est que dans le livre, alors c'est intéressant parce que c'est une des réformes, les moins imaginatives et les moins extraordinaires du bouquin. Et donc là, pour l'instant, on est en train déjà de discuter d'une chose qui est très très simple. Dans le livre, en l'occurrence, il s'agit simplement, parce que les choses sont organisées en districts. Aujourd'hui, on a l'impression que les frontières sont une espèce de données naturelles. Et il convient, si on veut augmenter l'autonomie, la liberté, etc., il convient que les frontières puissent être modifiées librement en fonction des personnes qui vivent dans ces zones-là. D'accord? Et alors, comment est-ce qu'on peut à la fois autoriser une modulabilité des frontières sans générer un chaos de trucs qui changent tout le temps? C'est très très compliqué. Ça peut être, prenons la frontière d'une commune, si elle bouge tout le temps, on ne saura plus jamais à qui appartient la piscine. Donc ça devient vraiment trop compliqué. Donc il convient que si on ouvre ce type de liberté de scission et de fusion, il convient que cette liberté-là ne puisse s'exercer que difficilement. Sinon, la piscine va changer de main continuellement, ça va être trop compliqué. Donc c'est pour simplifier en fait que certaines décisions, que certaines libertés nouvelles que j'invente, entre guillemets, enfin que je préconise, ne peuvent être exercées qu'avec ce double vote dont vous parlez. Bien sûr, mais du coup, dans quelle loi ou pour quel projet voulez-vous appliquer ce double vote qui me semble Juste pas un petit forcément... instant. Excusez-moi, mais la question portait sur la scission-fusion. D'accord, scission-fusion. Alors, j'ai pas très bien compris la question et du coup, j'ai pas très bien compris la réponse non plus. Simplement, je sais pas si je suis le seul, hein, mais bon, c'est mon job ce soir. Je voudrais simplement que nous rappelions le lien qu'il y a à faire entre pouvoir et imaginaire. Donc là, ici, s'il s'agit de dire qu'on n'a pas beaucoup d'imagination en jeu lorsqu'on a le choix entre Macron et Le Pen, on est assez d'accord, effectivement. Et si c'est ça la question... Non, moi je reviens sur le livre que... Alors c'est sur le livre, oui, bien sûr, sur le double vote.
qu'il préconise dans son livre, et j'aimerais savoir dans quelle situation il aimerait mettre en place le double vote, qui me semble justement être un peu réducteur, où que vous avez on répondu à démobilise ça la population et justement on laisse dans une forme d'indécision et on ne laisse pas décider. C'est dans le cadre des scissions, fusions de districts. En fait, il y a deux types de circonscriptions qui sont prévues en misarchie, des circonscriptions qui sont liées à l'habitation. Si vous habitez, vous êtes dans un district, et automatiquement dans ce district qui est lié à votre lieu d'habitation. Et un deuxième type d'organisation collective qui sont qualifiées d'associations, qui sont sur un mode volontaire. C'est-à-dire que si vous adhérez, vous appartenez au groupe. Donc si vous habitez, vous appartenez au district. Si vous adhérez, vous appartenez à l'association. Pour les districts, attendez, je finis juste. Oui. Pour les districts, c'est-à-dire pour les zones, pour les organisations qui sont basées sur l'idée appartiennent tous ceux qui habitent, pour les districts, la scission ou la fusion se fait par double vote. C'est tout. Merci. D'accord. C'était technique. Vous m'avez suivi? C'est une question technique. Sûr, oui. Alors là, c'est bon. Entre vous deux, c'est bon. Est-ce que vous pouvez repasser le micro? Il y a quelqu'un derrière là-haut qui a une question. Et il y a monsieur Alain Gaillan aussi qui... À ma question? Y a-t-il une seule réalité? D'accord. Donc il y a monsieur Alain Gaillan, entre-temps, qui va reprendre la parole et vous poserez votre question juste après. En fait, oui, il y a une seule réalité, mais tout le monde l'aperçoit différemment. C'est-à-dire que chacun vit sa réalité, donc la réalité peut être unique, mais la perception différente. Du coup, on peut s'imaginer qu'il y a plusieurs réalités, par conséquent. Vous voyez ce que j'ai dit ou pas du tout? Très bien, je vois très bien et c'est une très bonne réponse. D'ailleurs, la réalité, si on la considère comme unique, elle devient facilement totalitaire. Il se trouve que justement, la réalité est une autorité. Si je dis c'est la réalité, je dis une forme d'autorité sur ce que j'affirme. Et si cette autorité a une valeur de vérité telle qu'elle finit par créer le silence, en fait, on s'aperçoit qu'elle interdit les expressions déviantes d'autres perceptions sur, en fait, l'existant, le même existant. Et donc, il faut pouvoir préserver cette multiplicité. Donc, il faut pouvoir garder plusieurs réalités. Oui, c'est ça. C'est ça, d'accord, ok. Mais après, peut-être que pour certains, ce qui est fantastique, imaginaire, ça peut être leur réalité à eux aussi. Oh là, ça devient compliqué pour moi. Vous dites que la réalité de quelqu'un peut être imaginaire ou que l'imaginaire peut être réel. Enfin, on confond les deux. Que la réalité de quelqu'un peut être imaginaire. Oui, bien sûr. D'accord. Ok. Monsieur Alain Gaillan, vous avez une remarque? Simplement ajouter... Et puis on passe à l'autre extrémité de l'amphi. Oui, je voulais simplement rajouter un élément. Vous avez raison de dire tous que ces choses-là, la répartition des territoires, l'organisation des pouvoirs, c'est compliqué. Se séparer, c'est compliqué. Être dans un district, c'est très très compliqué. Mais il y a des moments où c'est très simple. J'ai un exemple à vous proposer. C'est ce qui s'est passé dans les années 2000 en Tchécoslovaquie. Et à un moment donné, ces deux peuples ont souhaité, alors comment ça s'est exprimé et en Tchéquie et en Slovaquie, qui vivaient dans un seul gouvernement depuis un demi-siècle, je n'ai plus les détails, mais souvenez-vous, à un moment donné, ces deux pays se sont séparés, ils ont eu deux capitales, et ça s'est fait. Alors bien sûr, à la tête de la Tchécoslovaquie, il y avait un poète, Václav Havel, qui avait compris que l'important, c'est la capacité de vivre ensemble, c'est pas la capacité de se séparer. Mais pour penser ça, il faut vraiment être un speed d'activité intellectuelle et créative, parce que je n'utilise pas le mot imaginaire, et créative, extrêmement important. Mais ça s'est passé comme ça. Donc ça peut être très simple. Ça montre aussi peut-être que le questionnement, la forme de la question que l'on pose, on sait très bien que la réponse que l'on apporte à un problème on le sait tous, ça, dépend de la nature de la question qui est posée. Donc dans la mesure où on se pose la question en termes de séparation ou de vivre ensemble, la réponse est différente. Donc ça peut être très simple, et la réponse, elle est en nous. Elle n'est pas uniquement dans des décisions politiques, elle est aussi beaucoup en nous. Je ne nie pas le politique, hein, bien au contraire. Mais c'est beaucoup en nous, cette capacité de création, de connexion entre les traits tels que notre ami continue à le faire, d'ailleurs il n'arrête pas, c'est véritablement la créativité. Je pense que le cœur du problème, il est là, il n'est pas dans l'imaginaire.
Merci. Alors, on a une question de Lizara. On va pas l'arrêter. Et ensuite, on ira vers vous, monsieur, au fond de l'amphi, au milieu. Allez-y, mademoiselle. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est pour rebondir sur ce qui a été dit. Au niveau de la réalité unique, je pense pareil qu'il y a une réalité unique, mais qui est perçue différemment par chacun. Et surtout que cette réalité est formée par l'imaginaire qui est intrinsèque à chacun d'entre nous, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément former. On a tous un imaginaire en nous qui fait que ça forme la perception du monde autour de nous. Ah oui, très intéressant. Et là, on rejoint, je pense que M. Alain Gaillan sera d'accord avec ça pour dire que finalement, notre perception du réel s'exprime avec des symboles préétablis qui sont de l'ordre de la culture. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Oui, oui, bien sûr. Mais en plus de ça, c'est même on est obligé de soulever le problème du questionnement du point de vue. Lorsque l'on a un point de vue, vous, mademoiselle, vous êtes là-bas et vous avez cette vision-là. Nous, on est ici, on a cette vision-là. On a donc deux points de vue tout à fait différents. Donc le problème, comment on peut articuler ces choses-là? On est encore une fois dans le domaine de l'articulation. Et comme il y a autant de points de vue pratiquement qu'il y a de personnes ici, cette articulation devient complexe. C'est la raison pour laquelle, pour Picasso, une œuvre d'art, c'est 95% de transpiration. Et que pour moi, une œuvre d'art, c'est 99% de transpiration. Ce n'est que du boulot. Et ça, c'est cette capacité de mettre en lien des choses qui, à première vue, en fonction de la perception que l'on a du réel, n'ont pas nécessairement de lien. Et cette capacité, c'est cette dynamique qu'un peuple a à créer des liens. Et ça, pour moi, c'est pas de l'imaginaire. Pour moi, c'est du boulot. Et c'est de la création. Donc, très intéressant, parce que là, on est dans la construction symbolique du réel. Et donc, on est dans une forme de langage, en fait. Et on parle avec des mots, on parle avec des images, on parle avec des gestes aussi, sans doute. Oui, oui, et l'espace de la représentation des signes est aussi vachement important. Lorsque notre ami parlait de l'organisation du pouvoir qui, au XVIIe siècle, a passé un cap nouveau, hein, après un XVIe siècle, ou déjà au XVe ou XVIe siècle, où des choses se structuraient, voilà. Mais au XVIIe siècle, il se passe un phénomène en France extrêmement important, qui est la prise du pouvoir par Louis XIV, voilà. Et que ça passe aussi par les symboles. C'est la raison pour laquelle il invente un truc qui s'appelle l'art contemporain. Parce qu'il a besoin d'une représentation des signes de son pouvoir. Et ça, c'est une longue discussion. Surtout à Lyon, quand on a une maison de la danse. Ok, alors allez-y, jeune homme, posez votre question. J'aimerais qu'on reste, bonsoir, un peu plus de temps sur la différence entre créativité et imaginaire. Parce que je pense que c'est assez au cœur du sujet et plusieurs fois vous avez fait la distinction. Est-ce qu'on peut... Vous pouvez élaborer, s'il vous plaît. Question lexicale. Effectivement, c'est important, mais... Oui. On a tous eu à l'école, au lycée, au collège, un prof ou une prof qui nous a plus ou moins marqué. Je me souviens un jour, au lycée Chaponnet, qui n'est pas loin d'ici, il y a un prof qui dit « Oh, vous savez, les jeunes, j'étais ce matin dans le bus, je prenais le bus, et puis il y a un type qui rentre dans le bus en sifflant. Et il y a son voisin qui lui dit « Oh là là, ce matin, t'es vachement poétique. » Et le mec lui répond « Ah mais je suis pas poétique, je suis content. » Et depuis ce jour-là, j'avais 16 ans, le mot poétique a pris pour moi on peut pas le mettre partout, c'est pas possible. Et de même qu'on peut pas mettre des mots partout, de même que démocratie, c'est un mot que l'on a mis à la fin d'un certain nombre de choses pour justifier les totalitarismes. Et que la notion de vérité, c'est quelque chose que l'on met à la fin de certaines choses pour justifier la torture. Et cette notion de vérité, nécessite, de démocratie, de mots nécessite en permanence un travail que beaucoup les poètes peuvent faire. C'est pour cette raison que les poètes, eux, ils interrogent les mots comme un agriculteur travaille une plaine fertile. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'il y a certains mots qui prévalent un certain temps,
Moi, à l'âge que j'ai, je me rends bien compte que depuis que j'ai 15-16 ans, il y a des mots qui n'ont pas le même sens et qui sont utilisés dans d'autres fonctions. Et dans les périodes de très grande évolution comme aujourd'hui nous vivons, je pense que plus que jamais, on a besoin de poètes qui interrogent les mots et le sens de leurs liens. Or, aujourd'hui, on constate quoi? Que dans notre société, il y a de moins en moins de poètes. Et que les poètes sont éliminés définitivement, tellement vrai qu'aujourd'hui, dans les grandes villes de France, il n'y a pas d'aide. Il y a des aides financières, des pouvoirs publics pour les danseurs, pour les gens de théâtre, pour les cinéastes, mais les poètes, pas. Les poètes se démerdent dans leur coin, et je pense que c'est le signe des temps qui glissent, qui fait que l'on a surtout besoin de gens qui ne s'interrogent pas sur les mots pour pouvoir fonctionner sur les déterminants idéologiques ou sur les déterminants d'intérêt, de classe, de caste ou de milieu, ou de voilà. Et on est dans cette bataille là maintenant. Et je pense que cette bataille est intense. Donc on fait chou gras de notre manque d'imagination. Et ça revient à ce que vous disiez aussi, monsieur Il exagère. Si je cède devant ça, je suis fini. Non. C'est pas un problème d'imagination. Je regarde notre ami travailler. La pauvreté de notre imaginaire. Non, c'est la puissance de notre travail. Notre ami Labosse, il n'arrête pas, il y a une puissance créative, mais le fait est que si on prend son ordi et qu'on lui enlève, il va être très malheureux. Parce qu'en fait, non, il est content parce qu'il y a des gens charmants autour de lui, il peut parler. Mais un type qui bosse, on lui enlève son objet d'investigation, on lui enlève son amour, son lien avec, hein, n'est-ce pas? Quand on lui enlève son lien avec, il est malheureux, voire il crève. Et les fascistes le savent, ça. Oui, je vous rappelle le nom de ce grand guitariste chilien dans les années 73-70, voilà, ce qui était dans l'opposition démocratique. Il est arrêté par la horde de Pinochet, il est enfermé, il est torturé, et vous savez ce qu'on fait, ce mec? On lui coupe les doigts. Guitariste, est un virtuose. Oui, mais c'est ça. Donc il sait qu'on va mourir, il va mourir. C'est ça. Et c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, M. Doquet disait la même chose, exactement la même chose. Le totalitarisme fait chou gras de notre manque d'imagination, ou de notre manque de vocabulaire, ou notre manque de capacité à imaginer un autre réel, d'autres modalités. Est-ce que j'ai bien compris, M. Doquet? Oui, tout à fait. C'était juste sur imaginaire et créatif, si je peux me permettre, la différence, parce qu'on s'est éloigné. En fait, l'imaginaire peut être extrêmement banal. Alors que on peut avoir un imaginaire commun, on peut même être illusionné par des imaginaires qui finissent par être tellement communs, d'une telle banalité, qu'on finit par leur accorder un jugement de vérité ou un jugement de réalité, alors qu'il s'agit de pures abstractions. Dans créatif, il y a création, donc quelque chose de nouveau. Et donc, il y a une apparition, une originalité dans le mot création. Donc, si vous voulez, la créativité peut être, est généralement fondée sur une pensée imaginante, mais dans l'imagination, il n'y a pas forcément de créativité. Merci. J'avais vu une question tout à l'heure là-bas. Est-ce qu'on vous a oublié? On vous a oublié? Ok, d'accord. Donc, désolé, on vous grille les priorités, mais on vous oublie pas. Il y a une question là-bas. Et ça reviendra vers vous. Bonjour. En fait, je voudrais savoir, parce que c'était à la base une conférence sur le thème de l'imaginaire, et que vous vous êtes mis à parler de méthode de vote avec le système pour le Brexit et les scissions, le fait de voter 2 fois. Et voilà, en fait, je voulais savoir à quoi sert cette conférence. Je m'explique. Mon père est habilité à diriger des recherches, il a des ingénieurs en tant que stagiaire, et lui-même a été majeur de sa promotion en école d'ingénieur. Voilà, donc c'est quelqu'un qui sait ce que fait un ingénieur et surtout ce que fait un ingénieur dans sa vraie vie. Je ne sais pas si vous côtoyez au quotidien régulièrement des ingénieurs. Donc voilà, et quand je lui ai dit qu'on avait regardé un film en cours, il m'a dit, moi à mon époque on travaillait. Donc voilà, je voudrais savoir... Excellent, ça on peut applaudir. Voilà, donc je voudrais savoir vraiment à quoi sert cette conférence dans le cadre d'études pour devenir ingénieur en fait.
Bon, c'est une question essentielle et centrale. Je pense qu'on va y répondre. Oui, alors, oui. Alors, Oui, Pierre, est-ce que tu veux, pendant ce temps, revenir vers là? Merci. Alors moi j'ai envie de vous répondre. Si vous croyez que dans cette conférence, vous allez apprendre un savoir utile au sens concret, immédiat dans votre travail d'ingénieur, vous vous trompez, hein? Vous vous trompez. Et donc vous avez raison de penser qu'il n'y a ici aucun aspect technique qui vous sera utile dans l'efficacité de votre emploi d'ingénieur. En revanche, il se pourrait que la formation d'un esprit ne soit pas exclusivement de l'ordre de la technique. Il se pourrait. Il se pourrait que la formation d'un esprit soit quelque chose d'un peu plus étendu et que, dans le cadre d'une école d'ingénieurs, on ait aussi la volonté d'un temps de dépassement de l'aspect technique. Je dis que ça pour une raison très simple. L'aspect technique des choses, la visibilité technique, et qui existe dans toutes les matières. D'ailleurs, on a fait un peu de technique juridique tout à l'heure, et qui effectivement n'est pas de l'ingénierie, mais quand même de la technique. L'aspect seulement technique des choses finit par faire oublier l'image un peu plus large du monde et peut conduire à des formes de distanciation dont vous êtes sans doute friand, des distanciations par rapport au monde qui produisent des êtres humains tronqués. Et donc, donc, il se pourrait que ce type de conférence ait pour objectif d'empêcher une certaine forme de troncature. C'est de la culture G, si vous préférez. Alors, attendez, vous n'avez pas tout de suite les droits de réplique. On a monsieur Alain Gaillan qui peut vous répondre aussi. C'est charmant. Moi, j'ai une question à vous poser. C'est vous qui avez nommé cet homme dangereux comme pondérateur? Non, il n'y a pas de travail plus technique qu'un travail artistique. C'est une réponse extrêmement efficace. Lorsque vous avez un concerto de Bach ou une sonate de Schubert au piano, c'est pour un pianiste, c'est 25 ans ou 30 ans de travail technique, et plusieurs heures par jour de travail technique. Et ce travail technique, c'est ce que j'appelle travail. Et la part d'intuition est minime par rapport à la dynamique laborieuse. Le travail technique est absolument partout. Là, il y a de la concurrence au tableau. Monsieur Alain Gaillan, on n'a pas vu, vous et moi, mais il y a de la concurrence. Alors, effectivement. Donc, le travail artistique est technique et est un véritable travail. Ok. Alors, on a notre question de notre patient Camien qui est au milieu. Bonsoir. J'avais une question pour monsieur Alain Gaillan. Vous avez dit déjà plusieurs fois que l'art était avant tout du travail. Est-ce que vous pensez qu'on est tous sur un pied d'égalité concernant la charge de travail à fournir pour pouvoir produire de l'art? Je pense notamment au film Amadeus, qui parle de l'injustice du don, et de Mozart qui vit une vie de débauche et qui est adulé, et Salieri qui bosse comme un fou et qui ne sera jamais son égal. Oui. Merci de cette belle question. C'est une très belle question, ça. Si vous pouvez rendre le micro, s'il vous plaît. C'est une très belle question, d'autant plus que le Salieri de la vie réelle n'est pas du tout le Salieri du film. C'est-à-dire que Salieri est un homme extrêmement inspiré, il n'est pas ce raté qui, voilà. Là, il y a un jeu, il y a une tension d'écriture, mais Salieri n'est pas cet homme-là. Quant à Mozart, il était certainement un petit peu ça. Il était certainement cet homme à qui, si on enlève le piano, il crève. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il est sur le piano et il n'arrête pas. Et comme il n'arrête pas, il produit en permanence. Le fait est qu'il avait une capacité d'écriture sur les partitions, il avait une capacité d'écriture extrêmement rapide. Il était comme un nombre infini de musiciens, il avait l'oreille absolue. C'est-à-dire qu'il est capable d'entendre
à l'instinct, très vite, de façon instantanée, veux-je dire, les différences de timbre, voire les quarts de temps. Donc cette capacité d'oreille absolue, mais j'ai tas de copains qui ont l'oreille absolue. Et c'est plus facile de pouvoir écrire et d'être rapide, on dit virtuose, quand on a ça. Quand on n'a pas ça, il vaut mieux avoir l'œil absolu. Et notre ami, il a certainement l'œil absolu. C'est cette capacité de voir que, vous voyez comment il fait, vous avez inventé, vous tous là, cette machine, et il touche des intensités de couleurs, et puis avec son crayon qui mémorise ça, hop, il passe sur le crayon, il change de couleur en permanence, donc il a un œil. Je pense qu'il y a des capacités ou des dons, mais que ça ne remplace pas le travail, les deux sont présents. Mais Salieri est un type magnifique. Hein. Le réalisateur l'a tendu à l'extrême pour mettre en relief la personnalité de Mozart, qui devait certainement être un type insupportable. Donc nous ne sommes pas tous égaux devant le travail artistique. Et d'ailleurs, on peut applaudir notre caricaturiste qui est très doué. Il n'a même pas réagi aux compliments que M. Allégaillan lui a envoyés. C'était très beau. Alors dans le film, je me souviens d'une scène qui m'avait... Enfin, beaucoup de scènes m'ont choqué parce que c'était vraiment horrible ce film. Il y a un moment où la petite fille met sous le lit de sa maman une racine de mandragore avec du lait. Vous voyez, vous vous souvenez de cette scène? Parce que sa maman est malade. Et il se trouve que dans son imaginaire, cette plante a un pouvoir magique, le pouvoir de guérir. Et le capitaine Vidal arrive un moment, et il découvre cette horreur qui pue, qui est en train de pourrir sous le lit. Et il le retire immédiatement et il balance la racine de mandragore au feu. Vous souvenez-vous de cette scène? Je pense que le capitaine Vidal avait une vision du réel très étriquée et très, très restreinte, mais qu'il aurait pu dire aussi que il est complètement inutile de rêver ou complètement inutile de se créer des mondes imaginaires, complètement inutile de faire tout le travail que la petite a fait pour sauver sa maman. Finalement, le capitaine Vidal aurait très bien pu dire que nous perdons tous notre temps à discuter de l'imaginaire ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec le capitaine Vidal? Non, mais bon, ça c'est méchant, monsieur n'est pas forcément fasciste, pitié, quoi. Mais je vais rebondir sur autre chose. Ce qui est intéressant dans la scène dont vous parlez, c'est qu'il y a une forme... il y a une idée politique, parce que c'est un film politique, et évidemment on parle un peu de ça. Il y a une idée politique qui consiste à refuser les idées politiques, et à vouloir... et qui est extrêmement puissante, et qui dit que, par exemple, plutôt que de faire des lois avec des idées, il convient de faire des lois en faisant des statistiques, en regardant la société telle qu'elle est, et en testant les normes de la manière la plus science humaine possible, afin d'arriver à des normes qui soient les plus objectivement bonnes, et qui est en fait une vision un peu rénovée, scientificisée, d'un droit naturel qui viendrait de la nature des choses. Il faudrait faire un droit qui vient de la nature des choses. Il se trouve que historiquement, cette façon d'ancrer les choix de normes dans un discours de vérité est quelque chose qui produit un effet d'autorité au nom de la vérité sur les normes qui est antidémocratique. Et donc, de ce point de vue-là, ce que je veux dire, c'est que la technique, comme refus de l'imaginaire, est effectivement quelque chose qui peut générer ce que certains peuvent qualifier de technocratie, mais peuvent générer aussi une forme d'imposition au nom de la vérité et non pas au nom de la volonté. Le grand combat politique, c'est ceux qui sont du côté de la volonté comme source du droit et ceux qui sont du côté de la vérité comme source du droit, et très clairement, et comme source de choix de société. Et très clairement, moi je suis du côté de la volonté. Bravo. C'est très important ça, ce qui se dit là, parce que Voltaire avait déjà perçu ça. Voltaire avait prévu ça quand il dit au marquis de Leuze, monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai
pour que vous puissiez penser ce que vous pensez. Donc il y aurait une forme de politique antipolitique qui consiste à tuer l'imaginaire de l'autre au nom de la vérité et au détriment, encore une fois, de la volonté. C'est ce que vous avez dit. Hein. Et alors, ça permet de rebondir sur ce que vous aviez suggéré sur la diversité des pensées imaginatives. Et là-bas, la vérité, par définition, si jamais elle existe, elle est une. S'il y a une vérité au sens très fort du terme, bien sûr, ça n'existe pas, mais s'il y a une vérité au sens très fort du terme, elle est unique, alors que les imaginaires sont multiples. Et préférer laisser place à une part de diversité est aussi un élément très important de la constitution de l'idée démocratique, qui est dans le débat, dans le pluralisme. Le pluralisme, donc la pluralité, donc la diversité, et donc sûrement pas une technicisation à base de vérité. De la démocratie comme de l'épanouissement personnel. Il en va de la démocratie comme de l'espace personnel, puisque d'avoir une idée obsessionnelle, fixe et complètement limitative de la créativité et de la vie, jusqu'à la névrose et jusqu'à la schizophrénie. Donc c'est véritablement cette capacité de fluidité, de perception et de fluidité de la création qui fait la vie. Pierre, vas-y, pose ta question. J'aurais une question simplement par rapport à la misarchie, qui est un mot inhabituel. Et dans le livre, vous dites que les démocraties sont des misarchies embryonnaires. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez par misarchie et en quoi les démocraties sont des misarchies embryonnaires, simplement pour un petit peu éclairer votre travail, parce que c'était important. C'est très simple. Misarchie, c'est de misaine et archi, donc qui n'aiment pas le pouvoir. D'accord ? En fait, toutes les démocraties sont basées sur deux principes, deux valeurs fondamentales. Et en France, on en a mis 3, on a mis la fraternité en plus. Et ça, c'est pas international. Au niveau mondial, à chaque fois que vous avez une démocratie, elle met la liberté et l'égalité comme valeur première. Et en fait, au-dessus, vous avez en fait la valorisation de l'individu humain. Et c'est pour ça que vous avez, donc, tous sont des êtres humains, donc tous sont égaux. Et donc, tous sont des êtres humains, donc c'est cette liberté qui est valorisée aussi. Bon, bref. Liberté et égalité sont les deux valeurs de base, et il se trouve que ces deux valeurs de base sont antinomiques, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, avec la notion de pouvoir, puisque le pouvoir limite la légalité et il limite la liberté. Donc, assez logiquement, un système politique qui prône la démocratie et donc qui prône la liberté et l'égalité est méfiant vis-à-vis du pouvoir. Et donc, les démocraties, si on en regarde la technicité, et si on enlève justement un certain nombre de mythes comme le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, ce qui est un peu mythique. C'est imaginaire. Oui. Mais c'est un imaginaire fécond, puisqu'il porte les valeurs. Mais c'est quand même imaginaire. Si on regarde les démocraties pour qu'elles sont, on voit en fait que ce sont des systèmes qui sont des ensembles de règles, comme le vote, etc., qui sont toutes des limitations du pouvoir. Et donc, les démocraties sont bien une crainte du pouvoir, et en ce sens-là, les démocraties sont des misarchies. Simplement, là où je dis que c'est embryonnaire, c'est que ce que je pense, c'est qu'en réfléchissant un peu davantage, on peut arriver à des techniques d'encadrement et de limitation du pouvoir bien plus élaborées que celles qui nous gouvernent actuellement, et qu'on peut trouver des modes de fonctionnement dans lesquels il y a à la fois plus de liberté et plus d'égalité, donc des pouvoirs plus restreints, mieux contrôlés, plus réduits, et que si on laisse libre cours justement à l'imagination, on peut construire un système juridique qui est de ce fait-là hyper démocratique, mais tellement hyper démocratique qu'on peut avoir besoin de changer de mot, et c'est pour changer de mot que j'ai utilisé misarchie. Mais en fait, j'aurais pu dire hyper-démocratie de la même manière. C'est une sorte de réflexion sur la possibilité pratique d'une hyper-démocratie. Madame Rivet, vous avez une question, Annie. Vous avez une question. Et puis après, on va faire un petit tour de salle pour aller sonder un petit peu vos impressions et vos questions qui sont toutes pertinentes et intéressantes. Oui, juste en évitant d'être trop piégé par les mots, moi je voulais revenir aussi sur le travail de Michel Allais-Gaillan, à travers peut-être le prisme de l'imagination qu'on oppose souvent à la science, ou en tout cas le scientifique, on l'oppose à l'artiste, et Michel Allais-Gaillan a travaillé en tant qu'artiste avec des scientifiques et dans des opérations alors je sais pas comment les appeler, de traduction ou de coopération, pour monter des spectacles, pour créer quelque chose ensemble.
J'aimerais bien entendre, voilà, est-ce qu'il y a voilà, comment est-ce que ça se rapproche ou comment est-ce que ça se distingue le travail du scientifique, hein. Tout le monde bosse, si j'ai bien compris. Tout le monde bosse, chacun avec sa technique, chacun avec son don et creuse ce don. Alors comment ça se traduit quand on travaille ensemble, un artiste et un scientifique? Chacun bosse avec son exigence vitale personnelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une force vitale qui a besoin de s'investir là-dedans. Ainsi, notre ami, il a une force vitale qui s'investit dans l'exigence de travailler sur cette idée de démocratie et comment les choses évoluent. D'autres ont d'autres forces vitales, mais c'est un problème de puissance vitale. Si cette puissance vitale, elle n'existe pas, tous les discours, tous les mots et tous les discours ne riment à rien. Je pense que on a l'habitude de faire... la première commande de travail Art Sciences qui m'a été faite, elle était faite par le directeur du musée des Confluences hors les murs, et en me disant, voilà, Pascal Pic, paléoanthropologue, Collège de France, un des spécialistes des grands singes, de la bipédie, etc. Bipédie, grands singes, on est des grands singes, bipédie, danse. Voilà. Rencontre Pascal. Et donc, en face de ce personnage immense, il s'est agi de lui faire écrire un texte audible sur l'évolution de la vie à 3 milliards 400 millions d'années, c'est-à-dire les premières bactéries, par les grands seuils, jusqu'à Homo sapiens sapiens, grosso modo, à 50 000 ans. Voilà. Et il s'agissait donc de nous mettre dans l'eau, de plonger la main et voir comment elle était mouillée. Et se plonger dans la science pour devenir soi-même danseur, devenir soi-même quelqu'un de différent qui nous amène à travailler, à créer des danses différentes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment un besoin d'illustration, et quand on illustre la danse, la science, on l'affaiblit. Il n'y a aucun volonté d'expliciter, de rendre compréhensible le discours scientifique, parce que dès lors qu'on rend intelligible le discours scientifique, il est plus valable. Il ne s'agit pas d'enlever les équations mathématiques, alors que ce sont elles qui expliquent les mécanismes d'observation. Si on les enlève, on n'est plus dans les mécanismes d'observation. Donc il s'agit en fait d'être dans des conditions nouvelles, de créer des œuvres d'art qui n'existeraient pas si nous n'étions pas dans ces circonstances-là. Rien que ça. Et la science est là, et cette capacité de puissance poétique. Enfin, quand on dit par exemple, vous, jeunes gens, vous êtes coutumiers du fait, mais vous ne vous rendez pas compte la force de cette chose-là, quand on n'est pas coutumier du fait. Quand on dit au moment du Big Bang, une seconde après le Big Bang, l'univers était déjà infini. Ah bon? Et aujourd'hui, il est dans un infini qui n'a pas de limite. Donc, vous imaginez, pour vous, c'est une idée admise, mais lorsque l'on saisit ça pour la première fois, d'un seul coup, l'univers devient une chose absolument extraordinaire, et c'est là-dedans que la danse se glisse, parce que c'est là-dedans que nous nous glissons. Donc en fait, alors là, je vais faire un petit tour là, pendant que vous réfléchissez à vos questions. Je réfléchis tout haut en guise de pré-conclusion déjà. On est en train de dire qu'il y a des liens très explicites et très profonds entre l'activité scientifique, de connaissance de réel, et l'imaginaire. Donc déjà, dès qu'on touche aux limites de nos théories scientifiques, on est obligé d'imaginer quelque chose, et notamment le Big Bang lui-même n'est toujours qu'une hypothèse, une hypothèse évidemment très très probable, hein, avec un très haut degré de probabilité, mais qui ne peut pas, par définition, faire l'objet d'une démonstration scientifique. Oui, donc c'est une singularité en plus de ça. Voilà, en plus c'est une singularité. Ensuite, il y a d'autres phénomènes qui se produisent dans notre univers qui demandent aussi des explications, comme l'apparition de la vie, par exemple, comme l'apparition de la connaissance, comme la filiation, comme la liberté, comme le désir, comme plein d'autres mystères qui, chaque fois, font l'objet d'une démarche de connaissance scientifique, mais aussi touchent une limite qui appelle, par exemple, comme un mythe,
une représentation symbolique quelconque. Donc on voit que l'imaginaire mythologique a toujours été au fond de notre compréhension du monde, notre relation réelle. C'est bien ça. Oui, mais le fait que vous ayez fait, vous évoquiez les mythes, répond à la remarque pertinente du jeune homme là-haut. C'est-à-dire qu'on a tellement tous des points de vue différents que le mythe, c'est ce qui nous permet de raccrocher notre regard sur quelque chose de partagé. Et donc le mythe, qui est on peut dire une invention imaginaire ou le résultat d'un travail créatif, c'est quelque chose de fondateur au groupe humain que nous sommes pour fonctionner ensemble. Parce que nos points de vue sont tellement différents et que ce serait impossible autrement. Et la fonction de l'art, elle est aussi là-dedans. Le mythe et l'art comme imaginaire partagé qui devient une réalité commune. Ou l'inverse. On a notre Voltaire et puis on a Monsieur Decazes qui, je suis sûr, qui brûle d'impatience de répondre aux questions. Pierre, est-ce que vous pouvez apporter un micro au jeune homme? Merci. Moi, je voulais juste revenir sur le côté autoritaire, enfin les régimes totalitaires, qui s'appuient beaucoup sur la terreur. On voit que dans beaucoup de régimes totalitaires, ils s'appuient beaucoup sur, enfin, ils font peur au peuple pour que le peuple soit paralysé. Et je me dis que là-dedans, l'imaginaire est quelque chose qui peut contrecarrer leur terreur, leur paralysie. Peut-être que c'est grâce à l'imaginaire qu'on peut revendiquer des valeurs et contrecarrer le pouvoir des régimes totalitaires. Voilà, on a les deux, parfait. Alors excellent. Donc l'imaginaire comme antidote à la terreur, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Alors donc on a les deux réponses. Oui. Oui. Donc soyons brefs pour qu'on puisse passer à la suite. Mais alors qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Decazes? Alors dans la typologie des régimes de Montesquieu, effectivement, la violence est un truc qui est rattaché à la tyrannie. Et donc vous avez quelques bonnes raisons de dire que la peur est le ressort fondamental, est un des ressorts fondamentaux de la dictature. Malheureusement. Pas seulement. Et malheureusement, Est-ce que ce serait le cas pour la démocratie aussi? Oui, bien sûr. Mais malheureusement, les tyrannies historiques, les pires, sont construites sur des imaginaires partagés. Et qui sont... alors, je vais faire un peu de... On va essayer de monter un peu élever le niveau. Tous les êtres humains. Tous les êtres humains oscillent entre une valorisation de l'individu qu'ils sont et une valorisation des entités dans lesquelles ils s'assimilent, qui sont par exemple des religions, des nations, des choses comme ça, et qu'ils se disent je suis français, je suis catholique, je suis ci, je suis ça, et je suis lyonnais, je soutiens l'OL, je suis je sais pas quoi. Et donc cet aspect identitaire est quelque chose qui relève de notre de notre appartenance un peu imaginaire. Et tous les êtres humains ont un peu les deux, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois une conscience de leur individualité et une conscience de leurs appartenances au mieux avec des pluriels. Et dans la valorisation de ces deux aspects-là, ils oscillent. De temps en temps, on valorise d'abord l'individualité, de temps en temps, on valorise d'abord l'espèce de totalité dans laquelle, par empathie, on s'assimile. D'accord? Eh bien, il se trouve que, malheureusement, ces oscillations sont aussi des oscillations politiques. Et lorsque vous commencez à valoriser votre appartenance collective avant les identités individuelles, vous glissez vers des formes d'autoritarisme et vers des possibilités de barbarie. Des possibilités de barbarie, donc, parce que si vous valorisez des entités collectives avant les individus, vous allez pouvoir massacrer des individus au nom des entités collectives. Donc, il ne s'agit pas de nier les appartenances et les identités ou les individualités. Nous avons toujours les deux, vous voyez ce que je veux dire? Mais on valorise en un, soit l'un, soit l'autre. Et à force de valoriser en un l'appartenance aux identités collectives,
c'est à ce moment-là qu'on peut basculer dans la barbarie. Dans les périodes de crise, l'individualité étant relativement souffrante, d'accord? Donc dans les périodes de crise comme l'individualité est souffrante, les appartenances protectrices imaginaires à des entités collectives l'emportent. Et donc typiquement, au lieu de voir une collection d'individus libres, on verra plutôt la France. Et c'est dans ces appartenances identitaires-là qu'apparaissent ensuite les pires formes de barbarie. Donc je vous invite à conserver très précieusement la valorisation de votre identité individuelle, pas seulement de vos appartenances collectives. Et dans les appartenances collectives, je vous invite très fortement à en avoir plusieurs, parce que n'en avoir qu'une, c'est aussi terriblement aliénant. Ouais. Donc on n'est pas que des étudiants de l'UTEC ou de l'ECAM ou de CPE ou de l'ISARA. On est aussi bien d'autres choses. Alors on va se rapprocher de la conclusion, d'accord? Donc encore une ou deux questions de l'auditoire avec des réponses très brèves, de manière à ce qu'on puisse faire une petite synthèse et se dire au revoir avant 19h, parce que nos voitures vont se transformer en citrouilles. C'est pas forcément une question. J'aimerais revenir sur des points qui ont été dits et à mon avis qui se répondent pas mal. La dernière, on a discuté de ce que c'était pour vous de travailler avec des scientifiques et de trouver peut-être une nouvelle inspiration, un nouvel imaginaire. Et puis avant ça, on a eu la critique par mon voisin de dire mais qu'est-ce qu'on fout ici, et de dire on est des scientifiques, on fait de la recherche, on n'est pas du tout dans l'art. Et alors je pense que, alors moi je termine mes études, donc c'est bientôt fini pour moi. Et on va vous dire, on va vous répéter que ça ne fait en fait que commencer. Ça ne fait que commencer, exactement. Et j'espère aller vers de la recherche. Donc on va vous dire, vous êtes ingénieur, vous avez le pouvoir de créer le monde de demain, les paysages de demain, la technologie de demain. Et donc on a un pouvoir dans nos mains. Et puis en même temps, on se dit, la recherche est très droit. Et puis en même temps, comme vous dites, on n'en est pas là. Enfin, qu'est-ce qu'on fait à apprendre ça? Avant, nous, on travaillait et ça marchait super bien. Est-ce que ça marche super bien? Il y a 800 millions de malnutris dans le monde. On ne pense pas que la politique, ça fait des années... Moi, je trouve que le monde va très bien comme ça. Des milliers d'années qu'on en fait, on n'y arrive toujours pas. Donc, peut-être que c'est en allant voir d'autres disciplines et en allant s'inspirer ou ouvrir son imaginaire auprès des artistes qu'on arrivera à inventer des choses très précises, une réalité, à mettre les bons traits dans les côte à côte. Donc moi je pense que cette conférence a tout son sens là-dedans. Je pense que ta question était assez critique pour justement venir à ça. Mais elle était bienvenue et les deux opinions sont très bienvenues. Donc merci. Alors nous avons parlé aujourd'hui sur le pouvoir de l'imaginaire. Ah, je parle pas? Ok, il y a de la concurrence. Le pouvoir de l'imaginaire. Nous avons dit, nous avons lié l'imaginaire à la science, l'imaginaire à la technique et à la science, d'une part, l'imaginaire à la technique du droit et à la politique, d'autre part. Nous avons lié l'imaginaire et la création, l'imaginaire et le symbole, l'imaginaire, le langage, et nous l'avons relié à notre humanité la plus profonde. Donc, c'est quand même pas mal. Merci, monsieur Allégalant. Donc, c'est quand même pas mal. Moi, je suis assez satisfait de notre parcours, même s'il est un peu chaotique. Et cela dit, je vous remercie de remercier nos deux invités et de rester pour la suite si vous avez envie d'une suite. Sinon, vous pouvez nous quitter. Nous remercions aussi notre caricaturiste et notre régisseur, monsieur Alain Gué, qui a bien fait le travail et fait en sorte que ça fonctionne bien. Donc, merci.